Le sommet de l'ONU sur le changement climatique s'est ouvert hier, 7 novembre 2022, en Égypte, avec un avertissement que notre planète envoie un signal de détresse. Plus de 120 dirigeants mondiaux participent au sommet dans la station balnéaire des Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Coup d'envoi donc de 2 semaines d'intenses négociations sur le changement ou l'action climatique. Si l'inquiétude face au changement climatique existe depuis longtemps, elle a cédé la place aujourd'hui à des conséquences négatives, concrètes, auxquelles les citoyens des pays à travers le monde sont confrontés au quotidien. Sécheresse record en Afrique de l'Est et particulièrement en Somalie, inondations massives au Pakistan ou près du monde occidental, vagues de chaleur et incendies massifs en Espagne, en France ou encore aux États-Unis. Le changement climatique constitue donc un défi majeur pour l'ensemble de l'humanité. Pour notre pays, pour sa part, fait face également à ces dérèglements climatiques. À quel degré? Quels sont donc les secteurs touchés? Quelles sont les mesures prises par les gouvernements pour atténuer ces effets? Autant des questions que nous allons poser à nos invités. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces numéros spéciaux consacrés à la COP27 et donc au changement climatique. Pour répondre à nos questions, j'ai à ma droite M. Baragouta Saïd, qui est directeur de l'UGP et également conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Hussein Rirache, qui est directeur de l'environnement. Et enfin, notre troisième invité est Ali Mohamed Haïdar, qui est donc chef de service de la météorologie aéronautique. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le disait au tout début, le sommet de Sharm el-Sheikh a débuté mardi. Djibouti est représenté au plus haut niveau par le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Une première donc, tour de table sur ces sommets directement. Quelles sont les attentes justement par rapport à cette 27e conférence sur le changement climatique? Merci. En fait, les attentes sont vraiment nombreuses. Donc, nous espérons quand même que ce sommet soit vraiment l'occasion pour tous les représentants donc, des États du monde à prendre conscience réellement du danger du changement climatique et que aussi donc, ça soit vraiment l'occasion de, je veux dire, de concrétiser les promesses faites lors des précédentes, je veux dire, donc, sommets et aussi donc vraiment qu'on réalise l'importance de ces défis et de passer vraiment aux actions concrètes donc, qui va permettre quand même donc, au monde de sauver un peu donc, la planète qui nous a supportés et vraiment qui est quand même l'avenir de l'homme. Et donc il faut que sans contrainte, vraiment tous les responsables de l'État, les chefs d'État prennent conscience de l'impératif quand même. D'accord. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier donc, la RTD pour avoir organisé cet événement très important qui ne va pas masquer aussi d'autres événements qu'on a connus, que tout le monde connaît. Le Covid-19, actuellement la guerre en Ukraine, mais il y a aussi les changements climatiques actuellement et on va en reparler sur la conférence qui va se dérouler. Et en même temps, on ne doit pas aussi en profiter de cette occasion pour organiser vraiment d'autres événements spécifiques qui touchent, par exemple, notre pays. Et c'est la période fraîche qui commence et j'encourage donc l'ART à organiser des tables rondes sur le paludisme, par exemple, qui est ce genre d'une occasion aussi pour donner des recommandations. Ça, c'est mon point de vue. Et si actuellement on passe de cette conférence, elle est vraiment, via un point nommé, tout le monde a remarqué que la terre brûle. Que ce soit les pays riches, les pays pauvres, tout le monde a remarqué. Et la conscience maintenant, c'est qu'au niveau de cette conférence, on doit montrer, même au niveau individuel, nous participons à l'échauffement climatique. Je prends un exemple simple. Je prends ma voiture, j'allume, je consomme, donc je dégage de gaz, donc je participe. Donc ce sont ces mesures concrètes et qui touchent tout le monde, que ce soit les pays riches ou les pauvres. Mais il y a une réalité qui est là.
les changements climatiques réellement ont commencé avec l'industrialisation et les pays pauvres, les moins industriels se disent victimes. Donc on va peut-être revenir, c'est l'occasion pour beaucoup de gouvernements de voir l'état d'avancement des engagements qu'ils ont pris parce qu'on va revenir, c'est la 27e COP. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Peut-être on va revenir. Donc c'est l'occasion pour au plus haut niveau, les présidents, de se réunir pour discuter sur une problématique maintenant qui est devenue mondiale. D'accord. Et que doit-on donc, vous êtes au centre de cette action, qu'est-ce que vous espérez comme recommandation de cette dernière conférence, puisque vous avez participé à l'élaboration des stratégies dans l'adaptation justement au changement des effets climatiques? Peut-être, merci, je vais revenir pour Djibouti, mais pour les engagements, ils sont vraiment simples. Chaque pays s'engage à participer à la réduction du changement climatique. Et les pays, donc chaque pays, et le cas de Djibouti, si on prend, notre président, dans son discours, on va revenir, le pays s'engage à réduire de 40% les gaz à effet de serre, qui sont en fait parmi indirectement les gaz qui participent à l'échauffement climatique. Et aussi des actions concrètes parce qu'il faut viser ce qu'on appelle une politique sobre en carbone, c'est-à-dire se diriger vers les énergies renouvelables. Et c'est ce que le président a montré par le fait qu'on utilise le solaire, le fait qu'on utilise la géothermie, le fait qu'on va bientôt utiliser l'éolien. Vraiment, c'est une bonne voie pour Djibouti. D'accord. Nous allons donc revenir sur ces aspects-là. C'est la politique du gouvernement en matière d'adaptation au changement climatique. Je pense que vous avez... oui. Les attentes, elles sont doubles. La première que tout le monde entend 100 milliards que les pays vont donner aux pays les plus touchés. Par rapport aux engagements pris, les pays riches doivent aider pour lutter contre le changement climatique des pays les moins avancés, 100 milliards. Actuellement, on est à 80 milliards. Il reste encore 20 milliards, c'est ce qu'ils vont demander à la COP27. Et une nouveauté de cette COP27, c'est la première fois qu'on parle des réparations, des dégâts causés. Par exemple, le Pakistan, qui est récemment touché, on est en train de voir comment réparer, c'est la première fois. Et on va mettre en place, paraît-il, un comité qui va on n'a jamais parlé de réparation des dégâts, ils ont toujours refusé. Et la COP27, ils commencent à accepter que les dégâts causés doivent être réparés. C'est ça la mesure, surtout phare de la COP27. D'accord. Maintenant, par rapport à... allez-y. Surtout, il y a toujours des dégâts qui sont causés, surtout même l'Afrique, actuellement, récemment, même Ouganda et tout ça. Il y avait inondation, vraiment, c'était très catastrophe. Il y avait beaucoup de pertes humaines et des animaux et tout ça. Donc c'était causé par naturel. Donc on doit faire attention pour ce défi du changement climatique. D'accord. Donc en 2015, c'est une grande date, hein, puisque plus de 190 pays se sont réunis à Paris. On espérait un changement vraiment profond. Il y a eu quand même un certain nombre d'engagements. Les engagements concernant donc, les changements climatiques, les pays au niveau national s'étaient engagés à réévaluer tous les 5 ans donc, les efforts qui sont faits et également, comme le disait Rirash, un engagement des pays développés à aider financièrement donc les pays en voie de développement. Est-ce que à ce jour, ces engagements ont été respectés? Oui, comme le disait donc Rirash tout à l'heure, effectivement, donc, ça a été la promesse n'est pas tenue, mais en tout cas il y a un grand effort qui reste à faire. Effectivement, donc maintenant, comme le disait aussi Rirash, qu'il y a le changement de langage. Et en fait, ce qui se passe dans le monde, il y a des pays quand même qui polluent, qui sont quand même un petit peu en grande partie à l'origine de ce changement climatique, je veux dire de l'impact du changement climatique, et les autres pays qui sont sous-développés, qui ne sont pas vraiment directement liés, mais qui sont concernés au même titre que les autres. Donc là, vraiment, il faut quand même une reconnaissance
Et je pense que le langage maintenant change. Il y a quand même de reconnaissance. Et on va voir si vraiment, au niveau des actions, donc concrètement, ces pays-là vont quand même aider et donc les pays en développement à vraiment à faire face à ces défis-là. D'accord. Merci. Je vais revenir surtout sur cet accord, donc, la Paris. COP 15, c'est l'accord de Paris. Et depuis toujours, avant les COP, il y avait donc toujours des discussions entre les pollueurs et les victimes. Et la stratégie a changé sur la COP 15 dans cet accord. On a inventé ce qu'on appelle la contribution nationale déterminée. C'est-à-dire, chaque pays doit établir une feuille de route pour réduire les gaz à effet de serre. Et cet engagement que vous avez dit doit être évalué tous les 5 ans. Tous les 5 ans, oui. Et mais c'est lié au financement. Mais comme le financement ne vient pas, l'évaluation, c'est à se demander aussi. Donc c'est ce que vous dites que c'est cette partie-là qu'on est en train de discuter aussi. Comment aider pour que les pays puissent maintenant aussi réévaluer leur engagement. Et le président vient encore de dire, pour Djibouti, c'est toujours 40%. C'est une ambition forte que peut-être on pense tenir. Oui, ces ambition engagements, justement, n'ont pas été Donc c'est une feuille de route, oui. COP 15, c'est différent. Chaque pays amène une feuille de route et c'est lui qui propose. Les pays riches ont la possibilité, mais d'autres, il faut les aider. Donc c'est pour ça que l'évaluation, ça ne vient pas. Oui, on se rappelle la signature justement de la charte de Paris, tout l'enthousiasme qu'il y avait autour de cet accord. Mais malheureusement, donc, ces accords n'ont pas été respectés, du moins pour la majorité. Cet accord-là, il faut voir, la France a mis tout le paquet. La France a aidé tous les pays, ils ont mis à leur disposition des fonds pour que chaque pays puisse amener sa contribution. Et donc tous les pays ont été aidés, les pays qui en ont besoin. Et Djibouti faisait partie. Et c'est ça qui a permis que Djibouti puisse avoir sa feuille de route. Et depuis, pratiquement tous les pays sont au même niveau. L'évaluation, donc, c'est à se demander. Et donc, peut-être la même stratégie à remettre, donc, ce financement-là, il faut leur donner pour qu'ils puissent vraiment tenir leurs engagements. D'accord. Nous allons revenir justement sur la suite de ces engagements. Nous allons laisser la parole à Ali Haidar. Oui. Moi aussi, je dis toujours, donc les pays avancés, c'est toujours, il doit aider les pays moins avancés. Toujours ce qu'on entend parler, et toujours, on entend que ça, toujours. D'accord. Par rapport justement maintenant à la COP 27, chaque COP donc, permet aussi de mesurer un peu les avancées enregistrées par rapport aux précédentes actions, aux précédentes engagements. Donc cette conférence, on l'appelle un peu la conférence de la mise en œuvre. Vous pensez que c'est trop ambitieux? Oui, en fait, en tout cas, bon, quand on voit les bilans des précédentes, donc quand même, il est vraiment permis de se douter un peu peut-être de l'impact réel de ça, mais quand même l'Égypte, qui est quand même un petit peu une passerelle entre l'Occident pollueur et l'Afrique aussi victime, peut-être pourra peut-être faire un peu mieux parce qu'il est quand même conscient, il est aussi donc entre les deux. Peut-être donc on est en mesure de s'attendre à un résultat quand même meilleur qu'auparavant. D'accord. Merci pour ce 26e COP. Vraiment, ça coïncide avec les effets de Covid, où vraiment il y a eu énormément une mobilisation, mais vraiment forte. Et ça a carrément masqué cela. Mais tout le temps, la COP 26, il y a eu des engagements. Et parmi les engagements les plus frappants, c'est se diriger vers une politique sobre, c'est-à-dire abandonner les centrales à charbon. Et c'est ça qu'actuellement, la COP27, on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, qui est basée sur l'exploitation du charbon fossile. Et actuellement, la COP27, ça va être, on espère, la COP de mise en œuvre. C'est ce qu'ils ont dit, ils vont mettre à la disposition ce fonds-là, à la fois pour réparer les dégâts. C'est la première fois que, peut-être si vous avez écouté aussi le président français, c'est pour aider, il y a les banques, donc c'est un processus mais vraiment long. Et là, il disait qu'il faut abandonner dès qu'on voit
qu'un pays est frappé de plein fouet par le changement climatique, il faut automatiquement trouver un système pour accélérer, pour appuyer. Et ils se disent qu'on va mettre en place et on va se revoir dans les 6 mois pour justement discuter de ça. Et cette COP-là est vraiment différente parce que ça fait 27 ans, comme dit, 27 ans qu'on en parle de ça. Ça a commencé en 1995, la première COP en Allemagne. Et chaque fois, il y a eu des discussions, et surtout les premières discussions, elles étaient vraiment où on disait le pollueur, le payeur, le pollueur. Et vraiment, ça n'a pas donné beaucoup d'avancement. Et c'est à partir réellement de la COP 15 où la France a mis le paquet pour voir vraiment une vision. Et aujourd'hui, on doit passer à la mise en œuvre parce que les pays les plus vulnérables sont encore plus touchés et les preuves sont là. Donc, ça ne peut être qu'une COP de mise en œuvre où il faut débloquer rapidement un fonds. C'est ce qu'ils sont en train de discuter et c'est la particularité de cette conférence où il y a un volet réparation des dégâts. Et comment expliquer que, par exemple, l'Égypte, c'est le pays organisateur, comme vous l'avez dit, qui met en place tout cela. Mais comment expliquer que certains pays, en tout cas qui font partie des plus grands pollueurs, comme la Chine, les États-Unis, ne respectent pas les raccords? Vous avez entièrement raison, monsieur. On revient même avant au temps de Trump. Le Trump a carrément arrêté la contribution des États-Unis. Et donc, le changement climatique pour les États-Unis s'était abandonné. Ils sont même revenus en arrière. Il a donné la priorité à la production du charbon. Ils se sont enrichis. Et actuellement, la nouvelle politique arrive, tout revient en arrière. C'est vrai, le changement climatique dépend de pas mal de facteurs. Et actuellement, vous avez si bien dit, les 2 grands pollueurs sont absents. À la COP 27, les 2 grands pollueurs sont absents. La Chine et les États-Unis. Donc, pour vous montrer, mais il y a combien de pays? Il y a plus de 110 gouvernements. Donc, ils peuvent aussi trouver des solutions, surtout les pays émergents ont un rôle à jouer. Le président français, il y a bientôt le G20 où il va être vraiment le porte-parole du changement climatique. Et ce que vous avez raison, les 2 grands sont absents et la particularité et vraiment l'originalité de cette COP, elle se déroule en Afrique. Et aujourd'hui, le changement climatique est devenu une réalité que personne ne peut ignorer. Et c'est ça qui va jouer un rôle majeur dans l'action climatique. Parce qu'actuellement, ça se déroule en Afrique et qui est la première victime et que tout le monde et que la réalité, elle est frappante. Et cette réalité, elle a même frappé les États-Unis. Ils ne peuvent pas dire que le changement climatique, ça n'existe pas. Vous avez si bien dit, la Terre brûle dans sa globalité. D'accord. On va rester sur la COP 27, dans conférence à laquelle participe le président de la République, qui a prononcé un important discours. On va revenir très rapidement sur son intervention. Qu'est-ce qu'on doit retenir de son message, pardon? Le premier message de notre président, surtout, il a rappelé, comme tous les autres pays, les conséquences des changements climatiques, à savoir les inondations, les sécheresses récurrentes et la perte de la biodiversité, qui est aussi un tableau mais général. Et à partir de là, il a montré quels sont les engagements que Djibouti va prendre. La première, c'est comment réduire le changement climatique. Les pays se sont engagés à donner dans leur feuille de route ou dans leur contribution à la nation déterminée des engagements. Et les engagements de Djibouti, c'est réduire de 40% d'ici 2030. Et on voit bien déjà Djibouti est en bonne voie parce qu'il suffit de regarder, l'électricité vient de l'Éthiopie, donc c'est de l'électricité propre. Et nous avons aussi l'énergie éolienne qui va bientôt démarrer, l'énergie géothermique est en train de se faire et l'énergie solaire où vraiment. Donc nous sommes en bonne voie vers cette réduction de carbone ou bien de CO2, qui est un grand, comme on appelle, qui participe au réchauffement climatique.
Ça rejoint un peu par rapport aux énergies renouvelables. Voilà, donc, je pense que vous voulez compléter, mais on va d'abord laisser vous parler, Baragoita, sur justement les points essentiels à retenir sur l'intervention du président de la République. Dans son intervention, le président de la République a été vraiment clair, de manière simple. Donc il a dit que Djibouti était en bonne voie, effectivement, et même, tu sais, au risque de compromettre même la souveraineté du pays, ils ont quand même eu recours à l'électricité qui vient de l'Éthiopie. Ils ont fait un effort dans le domaine de Salmon. Il y a des barrages pour éviter que même les inondations soient vraiment catastrophiques. Et effectivement, nous, on est petit pays, mais on est vraiment en bonne voie pour, je veux dire, faire un effort et aussi recevoir peut-être aussi de l'aide pour nous permettre quand même d'atténuer quand même les effets néfastes du changement climatique. D'accord. Et le président aussi insistait ou bien rappelé aux pays riches d'honorer leur engagement, donc d'arriver à 100 milliards de payés. Et il a aussi montré ou bien rappelé que Djibouti vient de mettre en place un observatoire de climat qui va nous donner des données scientifiques sur l'évolution du climat. Et ça, c'est très important, la mise en place d'un observatoire scientifique au niveau de Djibouti. Et ça, c'est très important. Inch'Allah, on est en train de un projet pour le laboratoire scientifique, surtout les CERD, il est en train de faire laboratoire. Et puis, du côté météorologie aussi, bientôt, il y aura un radar. Et donc, je crois qu'il y aura beaucoup de modèles aussi. On a beaucoup de modèles, mais surtout européens, américains, africains. Nous aussi, bientôt, on aura des radars météorologie. Et ça va nous permettre d'avoir tous les renseignements qui se passent dans notre région. D'accord. Donc, s'il y a bien une convergence des vies, en tout cas autour de ces phénomènes de changement climatique, c'est bien que tout le monde est d'accord sur les effets causés par ces dérèglements climatiques à l'échelle de la planète. Retour sur les conséquences du changement climatique et les tentatives, en tout cas, des grandes mesures prises par la communauté internationale pour atténuer les effets de ce changement. C'est dans ces reportages. Depuis 1950, suite aux activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent, ce qui a entraîné un renforcement de l'effet de serre naturel et une hausse de la température moyenne sur Terre de 0,7 degrés. Selon les estimations actuelles, ce phénomène va encore s'accentuer dans les décennies qui viennent. Les premiers effets de ce réchauffement se font déjà sentir. Depuis 1980, les glaciers ont reculé de 20 à 30% en moyenne. On estime que d'ici 2050, 75% des glaciers auront disparu. Les glaciers stockent l'eau de précipitation pendant l'hiver et la restituent progressivement durant l'été. Pendant les périodes de précipitation, cela s'est traduit par davantage d'inondations et de glissements de terrain. Si la température de la Terre augmente, les océans se réchauffent aussi. L'eau en chauffant se dilate, ce qui signifie qu'elle a besoin de plus d'espace. Par conséquent, les océans débordent et inondent les zones côtières. Ce phénomène est encore aggravé par la fonte des glaciers et des pôles. Dans certaines régions, les précipitations diminuent et les espaces deviennent plus arides et parfois même sont menacés de désertification. D'autres régions, par contre, voient leurs précipitations augmenter, ce qui provoque des inondations. Sur un autre plan, on constate déjà actuellement une augmentation des phénomènes météorologiques inhabituels et même extrêmes, comme la sécheresse, les ouragans. On estime que le nombre des catastrophes naturelles liées au climat a quadruplé au cours des 20 dernières années. La migration des espèces, les menaces sur la biodiversité et la disparition d'écosystèmes font aussi partie des répercussions du réchauffement climatique sur l'environnement et la vie. Selon les experts, la période 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. En 2019, la température moyenne de la planète s'est située à 1,1 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Ainsi, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir les réchauffements de la planète en dessous des 2 degrés et de poursuivre les efforts pour les limiter à 1,5 degré. Le secrétaire général de l'ONU dresse un bilan alarmant de la situation. With fact upon fact, this report reveals how people on the planet are getting clobbered by climate change.
nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. Unchecked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. The world's biggest polluters are guilty of arson on our only home. It is essentially to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. And science tells us that will require the world to cut emissions by 45% by 2030 and achieve net zero emissions of greenhouse gases by 2050. C'est pourquoi la Convention des Nations Unies sur le climat, connue sous l'appellation de COP, reste depuis 1992 la rencontre la plus importante de la communauté internationale pour relever les défis liés au changement climatique. Depuis la COP 3 de 1997 et le protocole de Kyoto, les parties signataires de la conférence cadre de Rio se sont engagés à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Hélas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En décembre 2015, la COP 21 de Paris a réussi à adopter un accord international sur le climat, juridiquement contraignant. 196 parties l'ont adopté. Il prévoit de maintenir les réchauffements climatiques en dessous de 1,5 degré, de limiter les rejets de gaz à effet de serre en vue de parvenir à la neutralité carbone et notamment d'accorder aussi une aide aux pays en voie de développement. Les termes de la COP 21 ne sont malheureusement respectés que par quelques pays. Pour le président de la République, les efforts sur le plan mondial en vue de modérer les émissions de gaz à effet de serre doivent continuer pour réduire ses impacts sur les populations. Il est acquis que si rien n'est fait dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et Messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? La COP27, la conférence de Sharm el-Sheikh de novembre 2022 sur les changements climatiques, offrira aux pays signataires l'occasion de respecter leurs promesses et engagements afin de concrétiser davantage les accords de Paris et de pousser encore loin la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique. Quels sont donc les effets connus à ce jour concernant particulièrement la République de Djibouti? Les changements climatiques, en fait, ces dernières années est devenu carrément même le sujet central pour le ministère de l'Environnement. Nous avons mis en place une stratégie et une politique et d'abord, les changements climatiques, nous avons fait ce qu'on appelle un inventaire. Et il y a des experts qui mettent en place, qui essaient de voir quels sont les gaz à effet de serre qu'on puisse mesurer pour Djibouti dans plusieurs domaines, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les déchets, là vraiment où il y a les gaz à effet de serre pour voir vraiment la quantité à niveau national. Ça, c'est le premier point. L'autre point, Djibouti fait partie de la Convention, donc il y a des engagements internationaux. Nous recevons des financements pour lutter contre le changement climatique et c'est dans deux domaines.
C'est ce qu'ils appellent, soit on s'adapte, soit on atténue. Et il y a des financements par le biais de fonds mondiaux pour justement accompagner les pays les moins avancés. Et nous avons donc actuellement couvert pratiquement toutes les régions et mis en place beaucoup de forages, comme on appelle, de centrales, de systèmes d'exhaust au solaire. Donc des mesures de lutte contre le changement climatique, mais les phénomènes s'accentuent. Et ce n'est pas le fait d'avoir, comme on appelle, ce financement, mais il faudrait aussi voir, on va revenir, est-ce qu'au niveau national, on participe? Je prends un autre exemple. Ce n'est pas marqué dans le budget du gouvernement, changement climatique, mais les actions, si on regarde, c'est des actions qui concourent aux luttes de changement climatique. Je prends l'exemple simple, le fait d'appuyer sur le plan social les individus qui sont touchés, c'est une action climatique. Et donc j'invite à ceux qui ont peut-être trouvé une solution pour voir vraiment ce que Djibouti, en tant que pays, donne pour lutter contre le changement climatique. Mais ce n'est pas mentionné. On ne dit pas, par exemple, dans le budget, vous n'allez pas voir une ligne pour le changement climatique. Mais les actions montrent bien que ce sont des actions climatiques. Et c'est là que, normalement, les pays doivent montrer, au lieu de dire aux pays riches que vous donnez de l'argent, mais carrément les pays aussi donnent de l'argent. Et c'est ça qu'il faut capitaliser, montrer aussi que les pays contribuent. Et l'autre point aussi, que peut-être il faut faire un programme de sensibilisation, qu'il ne faut pas dire que le changement climatique, c'est pour les riches. Le changement climatique, ça touche toutes les personnes. Et chaque individu, chaque jour, participe aux effets, au changement climatique. Et peut-être ça, on va revenir. D'accord. Le département mène plusieurs, dans les passés et en ce moment même, des projets sont en exécution, que ce soit dans le cadre de la lutte contre la soif ou l'aide ou à la promotion, en tout cas des activités agro-pastorales. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez constaté un certain nombre de reculs dans ces domaines dus particulièrement au changement climatique? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est vraiment une réalité qu'on vit au quotidien, en fait, vraiment qui est incontestable maintenant au niveau national. Hein. Donc, depuis des années, quand même, il y a un recul au niveau de tous les parcours nomades. Il y a une dégradation et l'évolution de la végétation. Donc, pratiquement tous les espèces habitées sont touchées. Et aussi, donc, il y a un déficit hydrique important. Parce que de toute façon, après des grandes sécheresses, il y a toujours l'assèchement des sols. Le sol, la terre devient poussière. Et effectivement, il y a beaucoup d'érosion. Donc, toute la terre fertile va soit en mer, soit dans les plaines endorreiques. Et effectivement, donc vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Et l'exemple de la forêt d'Idaï aussi, sur lequel on va revenir tout à l'heure, le Mabla, la forêt d'Idaï, vraiment le centre de la biodiversité à Djibouti. Hein, donc, il abrite pratiquement plus de 80% de l'espèce végétale et animale du pays, est vraiment menacée. En 40 ans, on a vu vraiment dépérir la forêt d'Idaï à vue d'œil. Hein. Donc, je veux dire, actuellement, il n'y a que sur le 1500 hectares, il y a peut-être 500 hectares qui aussi est menacé. Et les habitats donc, de la faune sont menacés. Et il y a beaucoup de choses vraiment qui fait que les gens prennent conscience. Et depuis, donc, le ministère de l'Agriculture, bien sûr, c'est conformément à la politique du gouvernement, donc fait, et avec le ministère de l'Environnement aussi, promouvoir des projets et pour lutter contre le changement climatique. Donc ça passe par effectivement tout ce qui est travaux de conservation des eaux et des sols. Parce que de toute façon, quand il pleut, il faut surtout recharger les nappes. Et donc, dans son discours, le président parlait justement des barrages, des seuils que nous faisons pratiquement à travers le territoire. Donc, ça permettra un petit peu de restaurer, d'atténuer les déficits hydriques. On fait aussi donc, ce qu'on appelle
la régénération naturelle assistée dans les forêts qui étaient menacées, vieillissant, comme Madgoul, Mandaba et Doda, et même dans le sud, donc dans le plateau de Dakar. Donc nous faisons en fait ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée des acacias dans les bas-fonds où il y a de l'eau. Donc franchement, donc on peut même voir sur les images satellites les changements entre 2017 et avant. Et on voit vraiment les changements, l'impact de cette régénération de ces espèces-là qui sont importants et qui va permettre aussi donc, aux agropasteurs de quand même de vivre en tout cas bon, décemment et de lutter contre le changement climatique. Et dans les zones côtières? Les zones côtières aussi, donc les zones côtières effectivement est touchée par le recul des eaux potables parce qu'il y a quand même le niveau de mer qui change. Et donc pour les zones côtières aussi on le fait, donc on fait donc des travaux de conservation des eaux de sol, des seuils pour recharger les nappes, pour permettre à la petite agriculture de survivre. Donc aussi on utilise aussi des énergies quand même solaires effectivement et des gouttes à gouttes pour le je veux dire donc pour économiser l'eau et des énergies peut-être renouvelables pour éviter qu'il n'y ait pas je veux dire une surexore de l'eau, donc pour éviter que le front de mer avance. Donc on fait un certain nombre d'activités, mais ce n'est pas suffisant. Et vraiment, Djibouti, donc, dans le domaine de la lutte donc, contre les changements climatiques, doit vraiment promouvoir tout ce qui est seuil de recharge, seuil d'épandage pour favoriser donc, la végétation et aussi faire de conservation des eaux et des sols à l'image du Yémen, donc vraiment pour éviter que toutes les eaux restent quand même là où il pleut. D'accord. Les changements climatiques, c'est aussi un climat qui s'affole, hein, et rendant parfois difficile la prévision logique. Oui, le changement climatique est toujours, ça touche à tout le monde et ça rentre dans tous les domaines. La météorologie aussi, ça rentre dans ce domaine. Donc, chaque fois qu'il y a un changement climatique, et surtout en période de sécheresse, quand il n'y a pas la pluie, on est en train de voir tout ça. Et puis, la période, quand il y a la pluie, surtout, nous, on trouve la pluie, surtout ce qu'on appelle karma pendant l'été, entre juillet, août et tout ça. On attend toujours, chaque année, on attend toujours changement de temps là, qu'on trouve la pluie un peu là. Surtout, il pleut dans les secteurs vers le sud-est, là, vers l'Éthiopie, du côté d'Éthiopie. Surtout pendant l'été, il pleut de ce côté. Et pour nous, ça nous donne les vents forts et puis ce qu'on appelle les vents de Khamsin. C'est parce qu'il pleut de ce côté-là. Il vient pour nous, chez nous il ne pleut pas, mais il nous donne beaucoup de Khamsin, ce qu'on appelle beaucoup de poussière, tempête de poussière. Il y a des fois même, il gêne beaucoup des avions, même la visibilité qui réduit et tout ça, tout ça. Donc le changement climatique et puis la température aussi. Il y a tardive aussi les climats. L'été, par exemple, l'année dernière, 19 juin, et cette année, c'était 21 juin. Et chaque année, ça recule, tu vois. Il y a un petit changement climatique. Et puis, la température aussi, ça change. La température de la mer aussi, ça change. Et l'humidité aussi, quand il n'y a pas beaucoup d'humidité. Par contre, dans l'hiver, on attend la pluie de l'hiver, surtout du côté de la mer. Pendant l'été, comme je vous dis, c'est le sud qui profite beaucoup des pluies vers le côté du sud, parce que ça vient du côté d'Éthiopie et du Somalie et tout ça. Mais pendant l'hiver, ça vient du côté de la mer, surtout Adan et tout ça, Bab el-Mandeb, des régions des côtières qui profitent pendant l'hiver. Et ces gens-là, surtout dans les régions, dans les reliefs, surtout Mabla et tous ces gens-là, ils profitent pendant l'hiver parce que la température, ça diminue toujours, mais il y a toujours un changement climatique, ce qu'on appelle le changement climatique, mais il y a tous ces tardifs
des changements qu'on appelle changements climatiques. Oui. Malheureusement, depuis maintenant une quinzaine d'années, il n'y a plus de mousson en fait en hiver, hein, on ne reçoit pas. Il n'y a plus de mousson, mais maintenant cette année on a eu un mousson, la pluie, surtout ce qu'on appelait ZCIT. ZCIT, c'est quand tu brûles la pluie, quand tu passes les zones vers le sud, quand on a beaucoup de pluie, là, quand se déplace ces zones-là, c'est ce qu'on appelle ZCIT, zone intertropicale. Mais les moussons, c'est rare, et puis si on trouve la pluie des moussons, c'était beaucoup. Mais on a toujours des déficits pour gestion des pluviométries. Et on a quelques pluviométries dans les régions de l'intérieur. Mais avant, c'était pluviométrie normale, mais maintenant on essaie de faire la pluviométrie qui est automatique, qui va enregistrer directement et ça va nous donner juste à Djibouti, quel que soit, même qu'il soit Balhou, qu'il soit tout ça, on va essayer de faire une station, ce qu'on appelle automatique, la pluviométrie automatique, et ça va nous donner la quantité de pluie et tout ça avance parce qu'il y en avait quelques-uns qu'on a formés pour relever les pluviométries et tout ça, on téléphonait. Donc maintenant, à cause des changements climatiques et tout ça, on aura, Inch'Allah, ce qu'on espère, et il y aura beaucoup de matériel qui va changer tout. Et pour lutter contre la sécheresse et la désertification, notre pays, c'est toujours, il y a désertification, il y a désert toujours, mais on essaie de lutter contre tout ça. Et puis aussi les agriculteurs aussi, ils font les barrages et tout ça. Et on essaie de faire le mieux, tout ce qu'on peut faire. Vous avez dit le littoral et j'en profite parce que au niveau des zones côtières, nous avons ce qu'on appelle les mangroves, qui sont des arbres qui poussent dans l'eau. Et ce sont des forêts vraiment qui s'étendent jusqu'à 700 hectares. Et le ministère de l'Environnement a entrepris des programmes de régénération, de réhabilitation de ces mangroves-là pour justement qui joue un rôle très important, à la fois de rôle pour limiter tout ce qui est les vagues, tout ce qui est le vent, ça limite au niveau de... Et ils ont un rôle aussi de zone de développement des larves de poissons qui sont en sécurité. Et ce programme de réhabilitation, vraiment ça a très bien marché. Et vous avez entendu peut-être dans les discours des présidents que les mangroves et les tourbières jouent beaucoup un rôle en termes de pluie. Donc le fait de renforcer cette politique va nous permettre de transformer Djibouti en puits de carbone. Donc si on reste un peu sur les conséquences du changement climatique au niveau national, les précipitations et les inondations ont été assez violentes ces dernières années, causant des pertes humaines, mais également des dégâts matériels assez importants. Quelles sont les mesures justement qui sont mises en place pour faire face à ces effets souvent, j'allais dire, désastreux? En fait, votre question, elle est vraiment pertinente et vous savez tous ce que le gouvernement de Djibouti a fait avec l'appui du gouvernement turc, mais je vais laisser à mon collègue de l'agriculture de répondre, c'est le barrage de l'Amitié. Oui, effectivement, le barrage de l'Amitié a été financé par le gouvernement turc, hein, donc c'est un don du gouvernement turc, et qui permet quand même, je veux dire, de sécuriser quand même d'améliorer la recharge de la nappe, qui est important parce que Djibouti quand même a une pression et pratiquement le bassin versant de l'oued d'Ambouli et donc qui produit peut-être 200 mètres cubes jour et était saturé. Les niveaux d'eau de mer quand même remontaient, hein, pratiquement on était au PK23 avec des puits pratiquement salés. Et ce barrage va permettre dans un premier temps quand même la recharge de la nappe et d'inverser en bonne partie quand même de rendre potable donc un certain nombre de puits qui étaient en recul. Deuxièmement aussi, donc vous savez que pratiquement
la plupart des superficies des habitants sont sur le delta de l'ancienne Oued. Et avec la digue qui a été réalisée en 80, après les grandes inondations de 94. Et donc le barrage P17, P17 va permettre quand même de réguler et d'éviter qu'il y ait quand même des inondations et des pertes humaines et du matériel, parce que quand même on a quand même un port qui est important et dont il faut éviter aussi l'envasement aussi. Donc ça va quand même, ça a un rôle très très important. Voilà. On arrive presque à terme de ces numéros spéciaux. Peut-être. Oui, je voulais rajouter ce barrage de l'amitié, la politique de développement de Djibouti, puisque pratiquement toutes les activités économiques sont concentrées, et le fait d'investir dans beaucoup d'infrastructures telles que portuaires, et si on sait que tout ça, ça va partir, mais vraiment, les investisseurs ne vont pas nous accompagner. Mais le fait de mettre ce barrage, ça rassure les investisseurs, et c'est pour ça que c'est phare. Mais il faut rajouter aussi sur la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau de surface et des eaux profondes. Donc les ministères de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture sont en train à la fois de mixer la recherche de l'eau profonde et l'eau superficielle pour donner accès à ces populations-là et pour vaincre la soif. Donc ces mesures-là, il faut encore les appuyer et rechercher le financement pour accompagner ces populations. Oui, Djibouti a un grand potentiel. En mobilisation des eaux de surface, 350 millions de mètres cubes qu'on peut, au niveau d'une vingtaine de bassins versants, qu'on peut mobiliser effectivement depuis l'an 2000. Donc Djibouti fait un effort, effectivement, comme le dit Rirache. Donc les ministères concernés font un effort pour vraiment mobiliser le maximum d'eau, donc pour les populations nomades et pour les populations aussi urbaines. C'est sous forme de seuils, de barrages, de citernes enterrées et de retenues d'excavation. Donc qui est vraiment important, et c'est quand même de l'eau qu'on peut avoir sans consommation d'énergie, donc qu'on peut mobiliser, et ça permet aussi de reposer, d'économiser, et en tout cas l'eau souterraine qui est vraiment très fragile dans une région volcanique où nous sommes. D'accord. C'est donc Baragouta Saïd qui est coordinateur de l'IGP et conseiller technique au ministère de l'Agriculture, Rirache Hussein qui est directeur de l'environnement, et Ali Haïdar qui est chef des services de la météorologie aéronautique. Merci encore d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de la COP 27, qui se tient depuis hier, donc lundi 7 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.